remercie les animateurs d'égalité et réconciliation de Lille de m'avoir invité à prendre la parole devant vous. C'est un plaisir pour moi, car tout particulièrement parce que j'ai participé au tout premier moment d'égalité et réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, alors que c'était une toute petite structure. J'étais l'orateur, lors des 2 premières universités d'été d'égalité et réconciliation, en région parisienne. Et voilà, anecdote personnelle, je ne suis pas membre d'égalité et réconciliation, mais mon épouse l'est. Alors, orateur, ben oui, mais écoutez, voilà, c'est un problème, c'est tout bêtement un problème de non-organisation, je devrais adhérer, et puis je ne l'ai jamais fait, mais bon, mon épouse, elle, qui est quelqu'un de plus ordonné que moi, a payé sa cotisation, voilà. Alors, orateur, c'est un bien grand mot, d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. En effet, d'une part, j'ai pas le don de la parole, j'ai le don de l'écriture, j'ai pas le don de la parole, on peut pas tout avoir, et d'autre part, je suis pas du tout un inventeur de concepts, je suis juste un passeur d'idées. Je ne crée pas d'idées, moi je fais passer les idées d'autres personnes. Voilà. C'est d'ailleurs bien pour ça que je suis éditeur. Voilà. Alors, vous parlez de la pensée d'Alexandre Dugin, c'est pour moi vous parler d'un homme, d'un ami et d'une aventure de l'esprit commune, puisque en écrivant ce papier, je me suis quand même rendu compte que je connaissais Alexandre Dugin depuis 1991, ce qui fait que 91 ou 92, ce qui fait quand même un certain temps. Alors, Alexandre Dugin, il naît en 1962. Il naît dans une famille russe de la classe supérieure, intellectuelle. Son père est lieutenant-colonel des services de renseignement militaire, donc c'est le fameux GRU dont on parle assez actuellement à cause de l'assassinat, qui est vraisemblablement pas lié à eux d'ailleurs, en Angleterre. Et sa mère est médecin. Bon. Il fait de bonnes études à Moscou, c'est un garçon qui est brillant, il est sélectionné pour suivre un cursus à l'Institut d'aéronautique. À l'Institut d'aéronautique, il se forme pour devenir un ingénieur dans les satellites et la conquête spatiale. Voilà. Donc là, jusqu'à ce moment-là, tout va bien. Bon. Dans le même temps, Alexandre Dugin, qui est un garçon curieux, fréquente la bibliothèque Lénine à Moscou. Et la bibliothèque Lénine à Moscou, alors là on se pose des questions sur les bibliothécaires russes. Bibliothèque Lénine à Moscou, qu'est-ce qu'il découvre Dugin découvre Evola. Il y avait Evola à la bibliothèque Lénine. Donc il découvre Evola, il découvre René Guénon, il découvre Ananda Coomaraswamy, et, ce qui est encore sans doute le plus surprenant, il va découvrir Hermann Wirth. Et fréquentant la bibliothèque Lénine, eh bien, il se rend compte qu'il n'est pas le seul à être intéressé par ces livres-là, par ces auteurs-là, et qu'il y a là, dans la bibliothèque Lénine, eh bien, un petit groupe de Russes qui sont passionnés par ce qu'on appelle la tradition. Voilà. Et donc, ils vont s'agréger, ils vont créer un petit groupe. Alors, dans ce petit groupe, je ne vous cite pas les noms, parce que c'est des gens qu'on ne connaît absolument pas en France. Le seul qu'on connaît, c'est Ghedar Jamal. Alors Ghedar Jamal, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, il est mort il y a 1 an ou 2, il y a 1 an et demi peut-être. Et Ghedar Jamal, il est tout à fait intéressant, parce que c'est quelqu'un qui, par la suite, va jouer un rôle extrêmement important dans le renouveau de l'islam politique en Russie. Voilà. Et en 1981, Dugin il va publier son premier samizdat. On est encore dans l'époque soviétique. Donc on fait de l'édition discrète, secrète même, soit sous forme manuscrite, soit sous forme tapée à la machine. Et son premier samizdat, c'est une traduction en russe d'impérialisme païen de Julius Evola. Alors, le petit groupe de dissidents est assez rapidement repéré par le KGB. Ils sont arrêtés et ils sont interrogés. Et alors, à ce moment-là, interrogatoire, les membres du groupe leur parlent de tradition primordiale, d'hommes différenciés, de race de l'esprit, de tripartition fonctionnelle, de lutte des guelfes contre les gibelins. Les types du KGB se disent, mais on est face à des fous. Alors habituellement, quand ils tombent sur des dissidents normaux, ils sont pas fous, enfin ils les considèrent pas comme des fous, donc ils les envoient dans des asiles psychiatriques. Là, ils se disent, mince, alors on est tombé sur des vrais fous. Donc, ils les libèrent. Voilà. Et ils sont laissés dans la nature, parce que les types du KGB se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces allumés, quoi. Bon. Comme il a été arrêté par le KGB, il est viré de son école.
Il est viré de son école. Et à cette époque-là, en Union soviétique, c'est la stratégie du plein emploi. Donc soit vous suivez des études, hein, soit vous travaillez. Bon, comme il est viré de son institut, eh bien, et qu'il faut qu'il travaille, mais qu'en fait il n'a pas de diplôme, et puis en plus il a quand même un dossier au KGB, donc il se retrouve balayeur municipal. Donc il est balayeur municipal à Moscou. Donc ça veut dire qu'il ne fait rien. Il n'a rien à faire, et il passe ses journées à lire, à écrire et à apprendre les langues étrangères. Donc il va à cette époque-là maîtriser, je ne sais pas exactement combien il en maîtrise, mais c'est 8, 9. Ouais, 8 langues étrangères, oui, c'est ça. Ah ouais, j'allais vous dire 9, mais c'est voilà. Et à ce moment-là, il va acquérir tout un lot de langues. Hein. J'ai eu le témoignage de son épouse qui l'a séduite parce que la première fois qu'elle était chez lui, elle a vu les dictionnaires. Et la fille était tellement fascinée par les dictionnaires de langue étrangère qu'il avait qu'elle lui est tombée dans les bras. Bon, comme quoi, il y a des manières particulières de séduire. Ouais. Alors. L'URSS s'effondre, hein, et eh bien, immédiatement, hein, Dugin, qui a le matériel, qui a déjà écrit, qui maîtrise un certain nombre de choses, il va être édité, hein, il va devenir journaliste, et il va s'engager dans divers mouvements politiques de l'époque. Alors il s'engage dans des mouvements qui sont un petit peu gore, hein, parce qu'on va le voir militer à Pamiat au début, hein, et puis surtout, il va pouvoir voyager. Alors il vient en France pour participer à la fois au colloque du Grèce et à celui de Politica Hermetica en 1991, et puis il va recevoir des visiteurs étrangers, hein, en Russie. Le premier étant Alain de Benoît, hein, c'est en 92, et puis il y a après Jean Thiriard, il y a moi-même, enfin bon, je suis moins important que tous ces gens-là, hein, et c'est toujours en 92. Alors, au même moment, il va commencer la publication en russe d'une version d'Éléments. Hein, ça s'appelle Elementi, alors c'est copié sur la revue française Éléments, c'est quand même plus musclé, on va dire que c'est quand même plus musclé. D'ailleurs, c'est au point que ça embête à l'époque Alain de Benoît, hein, qui va nier les liens entre éléments français et éléments russes. Hein. Et puis, il va commencer à collaborer avec des hebdomadaires qui, à l'époque, c'est Dienne le jour, Dienne qui va être interdit par le gouvernement, et qui va donc se transformer en Zaftra. Hein. Donc l'un veut dire jour, Dienne ça doit vouloir dire jour, et Zaftra ça doit vouloir dire l'aube, autant que je me souvienne. Hein. C'est dirigé par Alexandre Prokhanov. Voilà. Et puis, assez rapidement, il va fonder le Parti national bolchevique avec Édouard Limonov, pardon. Hein. Et ça, c'est la première phase. On peut dire que c'est peut-être la phase d'apprentissage. Hein. En 98, il y a une rupture entre Dugin et Limonov. Hein, enfin, un petit peu avant 98, il y a une rupture entre Dugin et Limonov, alors qui est surtout sur le rapport avec le gouvernement. Hein. Dugin est dans une stratégie d'accompagnement et d'influence du gouvernement, alors que Limonov est dans une stratégie hostile. Hein. Et ça va donner naissance de la part d'Alexandre Dugin de la création du parti eurasiste, hein, qui va être remplacé après par deux structures, l'Union de la jeunesse eurasiste et puis le mouvement eurasiste international. Alors, à côté de cela, il s'axe surtout sur l'écriture et l'influence. L'écriture et l'influence. Donc, il va être conseiller en politique étrangère à la Douma. Hein. Il va écrire à la demande des programmes pour un certain nombre d'hommes politiques, parce qu'il a dû écrire, je crois que c'est le programme de Tsuganov qui dirigeait le Parti communiste à l'époque. Hein. Et il va en écrire pour. Je crois qu'il a aussi participé à celui de Jirinovski. Donc, l'important pour lui, c'était de transmettre des idées. Il va animer un certain nombre d'émissions de télévision, de radio. Hein. Il va enseigner à l'université de Moscou. Hein, il va enseigner à l'université de Moscou. Et puis, il va aussi jouer un rôle dans certains blogs. Enfin, il va avoir un certain nombre de blogs qui sont plus ou moins influents. Hein. Actuellement, c'est Géopolitica Rue. Pendant un temps, c'était Catéron. Et puis avant, j'avoue que j'ai oublié les noms. Et il va devenir aussi conférencier et débatteur. Alors conférencier en Russie, mais aussi conférencier à l'étranger, un conférencier qui est très invité à l'étranger, hein, alors qui ne vient plus en Europe, hein, puisque les sanctions américaines, hein, visent Dugin in tuitu personae.
il y a je ne sais plus combien pas beaucoup, il y a 20-25 personnes qui sont désignées nommément dans les sanctions américaines, hein, et dans ces moins de 30 personnes, vous avez Alexandre Dugin. Donc ce qui fait qu'il ne peut plus voyager, il peut plus sortir à l'ouest, quoi. Il ne peut plus voyager à l'ouest. Hein. Ce qui explique qu'il y a à peu près un an, quand Le Gres a voulu l'inviter à Paris pour un colloque, bah, il n'est pas venu, puisqu'il ne pouvait pas venir. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on fasse une comparaison, Dugin, ça serait un Jacques Attali qui serait national-conservateur. Hein. Ça serait un Éric Zemmour qui consacrerait le prince, ou ça serait Alain de Benoît qui aurait l'oreille d'un président de la République. Voilà. Ça pourrait être un mélange des trois. On peut aussi le comparer, comme l'a fait Newsweek, à Steve Bannon, hein, avec qui il partage pas mal de références. Steve Bannon qui a aussi été formé comme Dugin à la pensée de René Guénon. Hein, voilà. Alors bon, un Steve Bannon par contre qui aurait continué, parce que la période d'influence de Steve Bannon sur Trump a été assez courte. Hein, mais voilà. Alors, pour le définir, on peut dire que c'est un pessimiste actif, hein, et il a lui-même écrit « S'il faut décrire mes positions, je dirais que je suis d'abord un traditionnaliste, c'est-à-dire un disciple de René Guénon et de Julius Evola. Les livres de ces deux auteurs ont puissamment contribué à ma formation, mais en partant de leur vision apocalyptique du monde moderne et de leur appel à se révolter contre lui au nom d'une tradition sacrée, je recherche aussi les moyens théoriques et pratiques de réaliser quelque chose d'historiquement concret pour combattre réellement la modernité et restaurer la tradition. Contrairement à ces traditionalistes qui se contentent de se lamenter en vain sur le Kali Yuga, ma préoccupation est de trouver les moyens de relier mes idées traditionalistes aux réalités concrètes de la politique, de la géopolitique, de la culture, de la philosophie, etc. Donc, Dugin est un traditionaliste actif, un de ceux qui pensent que la décadence du Kali Yuga n'est pas inéluctable et que l'action de certains hommes de la tradition peut mettre un terme à cette descente aux enfers. Il a là une position qui est exactement la même que celle de René Guénon dans les années 1920. On l'a oublié, hein. On voit maintenant, quand on pense à René Guénon, on voit un auteur de livres et d'articles qui vit retiré au Caire. Hein. Mais il faut voir qu'avant son départ pour le Caire, René Guénon avait eu tout un lot d'actions visant à créer des groupes qui auraient influencé la réalité politique. Alors Guénon, ce qui était de toute évidence moins bien pris que Dugin, mais c'était peut-être lié aussi à l'époque et aux moyens de communication. Alors, avant d'aller plus loin, il faut définir le terme de tradition. Hein, qu'est-ce que c'est que la tradition? Qu'est-ce que c'est qu'être traditionnaliste? Alors, l'idée d'une tradition universelle à l'origine des religions de l'humanité, et par là même d'une unité essentielle des religions, c'est une idée qui est déjà ancienne, hein, et qui remonte au minimum à la Renaissance. Alors, à l'époque, on va parler de philosophia perennis, hein, philosophie pérenne. Et on va trouver cette idée hein, chez des auteurs comme Pic de la Mirandole, comme Ficin, comme Postel. Je pourrais en citer d'autres. Avec le développement de l'étude comparée des mythes et des religions, hein, ça va connaître un renouveau au XVIIIe siècle, hein, et on va voir cette thèse défendue par des gens comme Kurt de Géblin, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, Fabre d'Olivet, hein, ou Friedrich Kreutzer. L'idée va être reprise au 19e et au début du 20e par les occultistes. Hein. Donc ça va être repris par Saint-Yves d'Aveldre, ça va être repris par la Société théosophique de Blavatsky, ça va être repris par Édouard Schuré. Hein. Voilà. Et un petit peu après, c'est-à-dire début du XXe, eh bien, René Guénon va reprendre à son compte cette idée. Hein, cette idée. Mais ce qui va changer avec René Guénon, hein, c'est qu'il va donner à cette notion qui était à l'époque communément répandue un contenu qui va être rigoureux, clarifié, profond et ample. Et il va le faire échapper des conceptions vagues des occultistes. Alors, dès les années 20, hein, Guénon va formaliser ce qu'on va appeler le traditionnalisme. Et il va en donner cette définition. La tradition primordiale est le principe commun des traditions passées ou présentes du cycle historique actuel. Elle les contient et les synthétise toutes, tout en étant qualitativement plus qu'elles. Alors, Guénon
il est influencé par l'hindouisme, hein, et comme il est influencé par l'hindouisme, il va être influencé par la conception cyclique des 4 âges. Hein. Donc là, ça va le différencier fondamentalement de l'occultisme, des occultistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque les occultistes sont des gens qui sont progressistes. Hein. Ils pensent qu'on va vers une situation meilleure. Une civilisation, la civilisation progresse tout le temps et on va aller vers des situations meilleures. Guénon, lui, part d'une idée qui est complètement opposée. Hein. On part de l'âge d'or, et puis on va descendre, âge d'argent, âge de bronze, et nous sommes dans le Kali Yuga. Donc on est dans le Kali Yuga depuis plus de 2000 ans, quoi, 2500, 3000 ans. Quoi, hein. On est dans le Kali Yuga, et le Kali Yuga, ça va de plus en plus mal. D'accord, hein. Et c'est un cycle historique régressif. Hein. Alors que chez les occultistes, on était dans un cycle historique progressiste, là, on est dans un cycle historique régressif. Alors, dans ce Kali Yuga, hein, eh ben, il existe de temps en temps des périodes de redressement. Hein. Il y a des circonstances historiques, hein, il y a des individus, il y a des structures qui vont faire qu'il y a des redressements. 2 exemples de redressement que va nous donner Guénon, c'est la Rome antique et c'est le Moyen-Âge européen. Mais il ne s'agit que de périodes d'embellie avant que la décadence ne recommence. Voilà. Alors, les disciples de Guénon, hein, on peut les répartir en 2 catégories. Une partie, la plus importante, sans doute, hein, comme le dit Alexandre Dugin, se contente de se lamenter en vain sur le Kali Yuga, hein, parfois en ne faisant rien d'autre. Enfin, bon, ils noircissent du papier assez souvent, mais ça va parfois pas plus loin. Et parfois en suivant une voie, une pratique spirituelle. L'autre, à l'image d'Evola, de Dugin ou de Bannon, hein, croit que quelque chose peut toujours être fait pour s'opposer au Kali Yuga, même si cette action n'a que peu de chances de réussir. Alors, le fait que l'on soit traditionnaliste, induit aussi que l'on se rattache à une tradition propre, à son ésotérisme et à son exotérisme. Alors j'ai vu, à titre personnel, hein, beaucoup de guénoniens se rattacher à l'image de leur maître, à l'islam pour l'exotérisme et au soufisme pour l'ésotérisme. D'autres, plus récemment, j'ai un certain nombre d'amis qui ont suivi cette voie, se sont rattachés à l'orthodoxie. Voilà. Alors l'orthodoxie qui est vécue comme ésotérisme et exotérisme à la fois. Quoi qu'ils s'en défendent, alors là c'est mon idée personnelle, mais c'est aussi l'idée d'Alexandre Dugin, hein, quoi qu'ils s'en défendent, c'est jamais que des convertis. C'est jamais que des convertis, puisqu'ils ne sont pas dans leur tradition native. Et quand le problème de la conversion, c'est que quand vous vous convertissez une fois, on ne sait pas si vous convertirez pas une deuxième, voire une troisième. Voilà. On ne peut pas non plus, quand quelqu'un est converti à quelque chose, on ne peut pas faire l'impasse sur l'attrait de l'exotisme, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur le tourisme spirituel. Et, à mon sens, hein, mais c'est aussi l'avis d'Alexandre Dugin, hein, un rattachement spirituel ne se choisit pas. Hein. Il doit se faire dans sa culture et dans son sang. Hein. Pour un Français, c'est être catholique de tradition pour l'exotérisme. Après ça, vous allez me dire, l'ésotérisme, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on considère qu'il y a un ésotérisme dans la religion catholique, hein, soit on fait comme certains guénoniens, hein, qui ont rejoint des loges maçonniques du rite écossais rectifié. Et là, j'en parlais il y a 5 minutes, moi je pense à Jean-Marc Vivenza, dont le nom dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Hein. Il y a des gens qui voient qui est Jean-Marc Vivenza ici? Ok. Bon, alors tant pis, Jean-Marc Vivenza n'est pas aussi célèbre que je me l'imaginais. Ok. Alors si vous remontez dans les années 80... Ouais, c'est ça, dans les années 80, Jean-Marc Vivenza, c'était le bras droit de Jean-Gilles Maliarakis. Je ne sais pas si le nom de Maliarakis vous dit quelque chose de plus. Voilà, c'était le bras droit de Maliarakis, c'était celui qui a introduit la musique industrielle en France. Il faisait du bruitisme, enfin tout ça. C'était un peu comme... comment s'appelle Burgala. C'était un peu l'équivalent de Burgala. Ok. Bertrand Burgala vous dit rien, mais bon Dieu. Bertrand Burgala, le label Tricatel. Ça vous dit rien non plus? Okay. Ouais. Bon, Bertrand Burgala, c'est le garçon qui maintenant dirige Tricatel. Voilà. Bon. Et Vivenza, c'était à peu près la même pointure. Hein. Et c'est un garçon qui a abandonné l'action politique, qui a abandonné aussi l'action culturelle, et qui s'est mis à écrire des livres sur Guénon et tout ça, et qui maintenant doit être un des dirigeants du rite écossais rectifié en France.
J'en ai pas la certitude, mais enfin bon, tout le laisse penser. Le rite écossais rectifié est un rite maçonnique créé au XVIIIe siècle par quelques frères, dont le principal instigateur est le Lyonnais Jean-Baptiste Villermoz. Premièrement, il est chrétien, mais adogmatique. Il se revendique d'un christianisme primitif, c'est-à-dire avant qu'il ne se constitue en Église et qu'il ne devienne une force politique. Le rite écossais rectifié a une doctrine, un enseignement si vous voulez, qui est très original. En effet, il enseigne que l'homme a été chassé du paradis par l'usage de sa propre volonté et qu'il a été exilé sur terre. La vérité se refuse à ses recherches et l'initiation lui est imposée pour lui permettre de se dépouiller de ses vices et se rendre apte à recouvrer ses capacités originelles. Alors, pour Alexandre Dugin, là on va revenir sur Alexandre Dugin, hein, et pour Alexandre Dugin, eh bien, il formalise ainsi sa pensée, hein, mon attitude vis-à-vis de la religion découle de mon traditionnalisme. Il est difficile d'être un traditionnaliste sans tradition. Or, en Russie, il existe une tradition spirituelle toujours vivante. C'est l'Église orthodoxe russe, qui a conservé une dimension sacrée sans s'aventurer outre mesure dans la voie de la modernisation et de la sécularisation, où c'est au contraire engagé l'Église catholique, pour ne rien dire du protestantisme, qui a rompu avec la tradition sacrée dès les débuts de son histoire. Donc Alexandre Dugin, il est élevé dans une famille sans foi, hein, une famille de cadres communistes, ils n'étaient pas croyants. Hein. Il rejoint l'orthodoxie au début des années 1980, et il va, en 1998, se rattacher aux vieux croyants. Alors, le nom des vieux croyants, ça n'évoque peut-être rien chez vous. Si vous voulez, les vieux croyants, on va comparer ça à la situation française, même si c'est pas tout à fait exact ce que je vais vous dire. Les vieux croyants, ça correspond au tradit français. Hein. À la différence près, hein, que Monseigneur Lefebvre, ça c'est pas très très ancien. Hein. Là, les vieux croyants, c'est 1653. Hein. Vous avez en 1653, enfin 1650 et des poussières, vous avez une réforme dans l'Église orthodoxe. Hein, et vous avez un certain nombre d'orthodoxes qui ne sont pas d'accord, hein, qui n'acceptent pas les modifications des rites. Hein. Alors vous avez beaucoup de choses, mais vous avez entre autres le nombre de doigts avec lesquels on va signer. Hein. Est-ce qu'on signe avec 2 ou 3 doigts? Voilà. Bon, et c'est des tas de choses comme ça. Et vous avez d'un côté les vieux ritualistes, qui sont les vieux croyants, et de l'autre côté les néo-ritualistes, qui correspondent à l'Église orthodoxe actuelle. Au sein de ces vieux croyants, hein, Dugin appartient au courant modéré que l'on nomme les dino-verriers. Hein. Les dino-verriers, si je fais encore une comparaison avec la situation française, ça correspond à la fraternité Saint-Pierre. Hein. C'est-à-dire des traditionalistes, mais qui sont rattachés dans la grande église, à la grande église. Voyez. Alors, il explique ce rattachement d'une manière que l'on peut très bien transposer à la France. Hein. Mon sentiment est que dans l'état actuel des choses, il est plus important de restaurer de façon graduelle et avec une certaine souplesse la dimension sacrée de la tradition religieuse, plutôt que d'adhérer de façon dogmatique à des groupes qui ont parfois pris l'allure de secte. Alors, j'ai connu Alexandre Dugin, moi je le connais depuis le début des années 90, hein, j'ai assisté à son à son passage de l'orthodoxie. Quand je l'ai connu, il était orthodoxe. Et je l'ai vu passer aux vieux croyants. Alors, c'est quelque chose qui est très visuel. C'est vraiment... il a perdu, je sais pas, il a perdu 20-30 kilos, quoi. Hein, parce que les vieux croyants, ils jeûnent. Attends, et quand ils font le carême, ils font le carême. Hein. Ils font le carême. Il y a une autre chose que je racontais tout à l'heure qui est assez amusante, c'est que les vieux croyants, ils mangent 2 fois par jour. Pas 3, nous on mange 3 fois par jour, hein. Petit déjeuner, déjeuner. Eux ils mangent 2 fois par jour, pourquoi? Parce que nous quand on fait le bénédicité, si jamais vous le faites, mais quand vous faites le bénédicité, vous répétez 2 fois la même prière. Dans l'église orthodoxe, il y a 2 bénédicités différents, mais il n'y en a pas 3. Donc vous ne pouvez pas manger 3 fois, parce qu'il n'y a que 2 bénédicités. Vous voyez? Donc, voilà. Ouais, c'est quand même un garçon qui a beaucoup maigri. Un garçon qui a beaucoup maigri. Et il y a une autre chose, c'est qu'ils font des bénédicités qui sont vraiment, alors là, extrêmement visuelles aussi, hein, puisque, c'est vraiment anecdotique ce que je vous raconte, mais c'est assez marquant, quoi. Quand ils font une bénédicité, nous on fait une bénédicité assez sage, vraiment, voilà. Eux, ils font une bénédicité avec signe de croix. Puis ils font pas un signe de croix. Je sais pas, ils font qu'un signe de croix d'affilée, quoi. Ah, ils se tournent, il y a un bon sens qui doit être vers l'Orient, je pense, puis ils font une quinzaine de bénédicités. J'ai
mangé une fois à Paris dans un grand restaurant. Vous savez, les restaurants chicots, habituellement, on va pas. Hein. Et j'ai accompagné Dugin avec une autre personne qui voulait le rencontrer. On a mangé dans un grand restaurant. Ah, Dieu. Il y avait toute la salle qui nous regardait. Déjà, ce barbu, leur faisait bizarre. Mais quand ce barbu s'est levé au milieu du restaurant et a commencé à faire 15-20 signes de croix d'affilée en marmonnant quelque chose, il n'y avait personne qui mangeait. Tout le monde nous regardait comme ça. Et j'ai un deuxième exemple qui est tout à fait amusant. Et vous allez voir, parce que ça montre quand même la personnalité de Dugin. Il y a une petite dizaine d'années, je ne sais pas, c'était un anniversaire qui était lié à René Guénon. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Est-ce que c'était le 40e anniversaire de son décès? Je ne me souviens pas du tout ce que c'est. Et donc, je découvre qu'il y avait des rabbins guénoniens. Enfin, je redécouvre parce que Dugin me dit, écoute, je suis invité à Paris par des rabbins guénoniens. Hein, on fait une conférence sur Guénon pour célébrer, je ne sais pas trop quoi. Donc je l'accompagne à la réunion. Alors déjà la réunion c'était quand même assez grandiose parce je crois qu'il y avait 4 rabbins qui ressemblaient à des rabbins. Quoi. Voilà. Et il y avait Kamel Béchik qui était là. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient qui est Kamel Béchik. Hein. Et puis il y avait avec Kamel Béchik des musulmans pratiquants. Donc les musulmans pratiquants commencent par faire leur prière dans un coin de la pièce, pendant que les rabbins étaient en train de s'installer à la table. Donc ça mettait une certaine ambiance, quoi, voilà. La réunion se passe, ma foi, fort bien, tout le monde très aimable, parlant de tradition et tout ça. Et puis, il y avait dans la salle un type qui s'appelle Avigdor Eskin. Donc Avigdor Eskin, je pense que le nom ne vous dit rien. Hein. Alors Avigdor Eskin, c'est le type qui a lancé la conjuration noire sur Rabin. Conjuration noire. C'est un sort kabbalistique. Quand vous la lancez, vous mourrez dans les 30 jours. Rabin est mort 32 jours après. Enfin, il a été assassiné, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a été assassiné 32 jours après qu'Eskin ait lancé la conjuration noire. Eskin s'est retrouvé en tôle après l'assassinat de Rabin. Parce que les mecs ont dit, il y est pour quelque chose. Même si ce n'est pas la conjuration noire qui a tué Rabin, c'est au moins le fait qu'il ait lancé la conjuration noire qui est poussé, je ne sais plus comment il s'appelait, le juif à descendre Rabin. Quoi. Voilà. Donc on se retrouve, là, il y avait Eskin qui était là, et puis Eskin dit, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut déjeuner demain ensemble? Et puis il y avait un autre rabbin qui voulait qu'on déjeune ensemble. Voilà, donc on se donne rendez-vous le lendemain. Voilà. Et puis, premier problème, les deux rabbins se disent, où est-ce qu'on va manger? Et alors à ce moment-là, ils commencent à discuter sur la cacheroute. Donc ça, vous le savez ou vous le savez pas, mais il y a différents niveaux de cacheroute. Il y a Glad Kacher, et puis voilà, et puis est-ce que c'était compliqué comme tout. Puis ils finissent par se mettre d'accord parce que c'était pas des rabbins des mêmes groupes, donc il fallait qu'ils arrivent à trouver une cacheroute qui soit compatible pour les deux. Et ils trouvent la cacheroute qui était compatible pour les deux. À ce moment-là, je leur dis, les gars, vous êtes gentils, mais on va aller dans un restaurant juif, on est bien d'accord, donc cacheroute. Alexandre Dugin va faire le bénédicité. Ça va être visuel. Vous avez beau être rabbin, on va se faire virer. Alors les rabbins me disent, oui, madame Christian a raison, monsieur Bouchet, ouais. Et on s'est retrouvés au Starbucks, c'est ça. On s'est retrouvés dans un Starbucks où ils ont mangé chacun une pomme, parce que oui, cacheroute, ils ne pouvaient rien manger d'autre dans un Starbucks que manger une pomme. Et Dugin a fait son bénédicité dans le Starbucks où c'était plein de petites étudiantes mignonnes comme tout qui nous regardaient comme si vous savez, j'imaginais deux rabbins plus Dugin avec moi qui ressemblait avec moi qui pouvait passer inaperçu, quoi. Voilà. Et c'était une expérience, mais bon, des trucs qu'on vit une fois dans sa vie, quoi. On a l'impression de se promener avec des extraterrestres, quoi. Voilà. Bon, alors tout ça pour vous dire, c'est pas. Alors c'est pour ça qu'il est barbu comme ça et qu'il se rase pas, parce que c'est pas prévu quand vous êtes vieux croyant de vous raser. Alors maintenant, j'arrête ça. C'était un peu marginal, mais ça vous permet de situer un peu de quoi il s'agit, quoi, quand vous êtes dans ces choses-là. Et on va parler maintenant maintenant qu'on a parlé de tradition, on va parler de l'eurasisme. Alors, l'eurasisme, habituellement, on va dire qu'il y a deux eurasismes. Hein. Il y a l'eurasisme des origines, celui qui est né dans l'émigration blanche au lendemain de la Révolution de 1917, et puis il y a le néo-eurasisme porté par Alexandre Dugin. Alors, à mon sens, il y en a en réalité trois, hein, parce que l'eurasisme de Dugin est double. Hein. D'une part, il est géopolitique.
Hein, donc c'est un eurasisme qui est assez soft, oui, qui est présentable. Et puis vous avez de l'autre côté un eurasisme mystique, hein, et qui à ce moment-là n'est plus géopolitique, mais est universaliste et extensible au monde entier. Alors, le premier eurasisme, ça naît dans l'émigration blanche, je viens de vous le dire, avec des noms comme Troubetskoy, Savitsky ou Alexeyev, hein, je vous en cite que 3. Hein. Leurs idées sont intellectuellement intéressantes, mais elles sont à 1000 lieues de nos préoccupations. Hein. Identité touranienne de la Russie, admiration pour Gengis Khan, affirmation que le sédentaire est servile alors que le nomade est aristocratique, donc nous, c'en est plutôt des sédentaires, hein. Importance à leurs yeux de Byzance, hein. La Russie conçue non pas comme un pays, mais comme une civilisation, hein, etc. C'est quand même des choses qui sont assez étrangères à la fois à notre civilisation et à nos centres d'intérêt. Alors, à cet eurasisme traditionnel dont il va reprendre la plupart des thèmes, hein, Alexandre Dugin va ajouter des influences qu'il va avoir pris dans notre côté de l'Europe. Hein. Et ça va être celle de René Guénon et de Julius Evola, je viens de vous en parler, ça va être celle d'Alain Benoît et de Jean Thiriard, hein, ça va être celle d'Hermann Wirth, et ça va être celle de la révolution conservatrice allemande. Et il va construire ce qu'on appelle le néo-eurasisme. Hein, le néo-eurasisme, et qu'il va présenter ainsi. Hein, l'eurasisme, dès les années 90, a sous notre influence intégré dans son corpus la géopolitique, la thalassocratie contre la tellurocratie, l'Eurasie contre le monde atlantique, les Eurasiens contre les atlantistes, et le traditionnalisme, c'est-à-dire la tradition contre le monde moderne et postmoderne. On a là, dans cette citation, les deux côtés que je signalais précédemment, la géopolitique profane reprenant la théorie du Heartland du géopoliticien britannique Mackinder, et assimilant à ce Heartland l'Eurasie. Et vous avez d'un autre côté la géopolitique mystique. Alors, ces deux versants, Dugin explique leur existence ainsi. La géopolitique, dans sa forme actuelle, est indubitablement une science terrestre, profane, sécularisée. Mais peut-être parmi toutes les sciences modernes, a-t-elle sauvé en elle-même le plus grand lien avec la tradition et avec les sciences traditionnelles. René Guénon a dit que la chimie moderne était le résultat de la désacralisation d'une science traditionnelle, l'alchimie. De même que la physique moderne l'est de la magie. Exactement de la même manière, on peut dire que la géopolitique moderne est le produit de la laïcisation et de la désacralisation d'une autre science traditionnelle, la géographie sacrée. Mais comme la géopolitique occupe une place spéciale parmi les sciences modernes et qu'elle est souvent classée comme une pseudo-science, sa désacralisation n'est pas si complète et irréversible, comme dans le cas de la chimie ou de la physique. Le lien avec la géographie sacrée est ici assez distinctement visible. Il est donc possible de dire que la géopolitique se tient à une place intermédiaire entre la science traditionnelle et la science profane. Alors, pour Dugin, la géographie façonne les idéologies, les cultures et les religions. Les civilisations des plaines, des steppes ou des désirs sont propices à l'expansion et à la conquête, alors que celles des montagnes et des forêts sont plus enclines à conserver les traditions des peuples. Dugin défend également, je viens de le dire, la pertinence de l'opposition traditionnelle, thalassocratie, tellurocratie. Alors thalassocratie, hein, c'est la puissance maritime, hein, c'est la puissance de la mer, alors que la tellurocratie, c'est la puissance terrestre. Et selon Dugin, la tellurocratie incarne la stabilité, la pesanteur, la fixité et le politique, tandis que la thalassocratie promet la mobilité, la fluidité, la dynamique et l'économie. Ainsi, les empires terrestres, souvent militaires, sont de forme tellurocratique, alors que les empires coloniaux, plus commerciaux, sont thalassocratiques. Cependant, cette typologie ne se résume pas à une simple opposition eau-terre et un déterminisme strict. Il existe aussi des terres maritimes, les îles, et des eaux terrestres, les fleuves et les mers intérieures. De même, Dugin remarque que la géopolitique japonaise est de nature tellurocratique, malgré son caractère insulaire, tandis qu'il voit dans la puissance du continent nord-américain une thalassocratie qui repose sur le dynamisme de ses interfaces maritimes et commerciales. En appliquant cette grille de lecture, Dugin considère que l'Eurasie, continent terrestre allant de l'Europe à l'Asie et dont le centre de gravité se situe en Russie, constitue le modèle tellurocratique opposé aux atlantistes États-Unis d'Amérique. Alors, là on est dans la géographie, hein, mais ce dualisme terre-mer, eh bien, on va l'étendre au système religieux.
Les valeurs de la terre transposées au religieux se manifestent par la profondeur, la tradition et la contemplation et le mysticisme. Le principe atlantiste est au contraire plus superficiel et matérialiste, accordant la primauté au rite, à l'organisation de la vie quotidienne et pouvant aller jusqu'à méconnaître la part de divin dans l'homme. Donc Dugin voit ainsi dans l'orthodoxie l'aspect terrestre du christianisme, tandis que le protestantisme en constitue la face atlantiste. De même, au sein de l'islam, le principe terrestre se trouve au sein du chiisme et dans le soufisme. Au contraire, le salafisme et le wahhabisme sont atlantistes par l'importance accordée au rite et par leur dogmatisme religieux, désireux d'éradiquer les spiritualités traditionnelles. Face au protestantisme américain et au salafisme saoudien, dont Dugin fait remarquer les alliances géopolitiques depuis 1945, le monde russe réunit au contraire les religions de type tellurique, avec l'orthodoxie russe, mais aussi l'islam caucasien et d'Asie centrale. Quant au judaïsme, non seulement il n'échappe pas à cette opposition interne, mais celle-ci se retrouve aussi dans les formes séculières de la pensée juive. Dugin analyse les formes mystiques du judaïsme, l'hassidisme, le sabbataïsme, le kabbalisme, comme l'expression de l'aspect terrestre de cette religion. Au contraire, le talmudisme en représenterait l'aspect atlantiste, notamment par l'accent mis sur la rigueur dogmatique et le rationalisme. Par ailleurs, rappelant l'influence du messianisme sur le développement du marxisme et du bolchevisme, Dugin voit dans ces derniers des formes séculières du judaïsme terrestre. Au contraire, le judaïsme atlantiste sécularisé a contribué à l'essor du capitalisme et de l'esprit bourgeois. Dugin voit dans cette tension interne au judaïsme l'explication d'un récurrent antisémitisme juif. Les antisémites juifs, les juifs antisémites plutôt, les juifs antisémites seraient les juifs terrestres, les juifs de la tellurocratie. Quand on parle du sabbataïsme, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le sabbataïsme, mais pour le sabbataïsme, ça se justifie très bien, parce que le sabbataïsme est un anti-judaïsme. Au bout d'un certain temps, ça devient un anti-judaïsme. Ça commence par être un schisme dans le judaïsme, et puis après, ça devient franchement un anti-judaïsme. Alors, actualisation de l'éternelle lutte entre tellurocratie et thalassocratie, l'opposition entre eurasisme et atlantisme ne se résume pas à la vision de la géographie sacrée selon Dugin. Donc celui-ci va aussi étudier des dualismes, c'est l'Orient et l'Occident, et le Nord et le Sud. Alors pour lui, l'Orient, c'est l'archaïsme, la tradition et la primauté du supra-individuel sur l'individu. L'Occident, c'est le progrès matériel, la modernité et l'individualisme. Dans la géographie sacrée, ce sont les valeurs orientales qui sont supérieures aux valeurs occidentales, alors qu'actuellement, dans la géopolitique moderne, c'est exactement le contraire. C'est les valeurs occidentales qui sont considérées comme supérieures aux valeurs orientales. C'est les valeurs occidentales de démocratie libérale et d'individualisme, droit de l'homiste, qui sont érigés en modèle. Donc, aux yeux de Dugin, le couple Orient-Occident doit se doubler d'une autre opposition, c'est le couple Nord-Sud. Le couple Nord-Sud. Le Nord, c'est la terre divine, c'est la terre de l'esprit et de l'être, alors que le Sud, c'est la tendance au matérialisme et à l'idolâtrie. Le Nord est masculin, le Sud est féminin. Le Sud, c'est le Nord, c'est les dieux solaires, le Sud, c'est les déesses mères. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que donc il est redevable à Hermann Wirth pour ça. C'est l'influence d'Hermann Wirth là, qui fait pour cette opposition Nord-Sud. Maintenant, Alexandre Dugin pense que comme les traditionnalistes, qu'il y a eu une inversion des pôles. C'est caractéristique du Kali Yuga. Le Nord est passé à l'Occident, alors que le Sud est passé à l'Orient. Vous voyez ?
et que donc les valeurs du Nord ont été perverties par l'Occident, et les valeurs du Sud ont perverti l'Orient, si vous voulez. Basculement du Sud. Voilà. Alors, le salut, le salut, il ne doit pas venir du Sud, hein, il ne doit pas venir du Sud, hein, même si il y a des fragments de tradition du Nord qui ont été conservés au Sud. Dugin pense qu'il y a des fragments de la tradition du Nord dans l'islam chiite et dans certaines versions de l'hindouisme en Inde. Hein. Le salut, pour lui, doit venir de l'alliance du Sud conservateur avec les îlots de tradition authentique encore présents au Nord. Et qu'est-ce qu'on va trouver à peu près à la jonction du Nord et du Sud, hein. Donc là, on rentre dans le patriotisme d'Alexandre Dugin. Hein. Et qu'est-ce qu'on va trouver à peu près à la jonction de tout cela? On va trouver le monde russe, hein, qui est le cœur actuel de la tradition et de la lutte contre la modernité. Voilà. Il réunit pour lui les qualités géographiques. Hein. Il est situé au nord-est et il est en partie jointif au sud. Parce qu'il est jointif à l'Iran, voilà. Et il réunit en son sein aussi, hein, trois versions terrestres, trois versions terrestres de religion: l'orthodoxie, l'islam eurasiste et le judaïsme russe. Voilà. Et en plus, il a les caractéristiques d'une puissance tellurique qui lui permettent de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la modernité atlantiste. Voilà. Alors, maintenant, dans les faits, ça va s'incarner de manière différente. Dans certains textes de Dugin, il y a un eurasisme géopolitique stricto sensu. Hein, et il va défendre le rôle géopolitique de la Russie, hein, et il va arrêter l'Eurasie aux frontières occidentales du bloc soviétique. Bon, c'est beaucoup de textes qu'il a publiés, par exemple sur la crise en Ukraine ou des choses comme ça. Il a une vision qui est purement géopolitique russe. Voilà. Ensuite, il y a parfois, sous l'influence de Thiriart et de Nikisch, hein, mais surtout quand il s'adresse à un public occidental, enfin quand il s'adresse à nous, quoi, il y a une vision continentaliste, hein, c'est-à-dire l'Eurasie de Brest à Vladivostok, ou l'Eurasie de Galway à Vladivostok. Voilà. Et enfin, il y a un eurasisme spirituel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'assimilais à un troisième eurasisme. Il y a un eurasisme spirituel qui n'est limité par aucune frontière. J'ai deux citations pour cet eurasisme spirituel. Hein. La pensée eurasiste a toujours présenté une dimension internationale. Pour les premiers eurasistes, comme pour le prince Troubetskoï, la guerre menée par la Russie contre l'occidentalisation n'était pas seulement une guerre locale, mais l'avant-garde d'une guerre universelle de tous les peuples contre la menace que représente l'occidentalisation. L'eurasisme en tant que doctrine est un anti-occidentalisme actif, connaissant la modernité de l'intérieur, mais refusant cette modernité au nom de la tradition. Un eurasiste n'est donc nullement un habitant du continent eurasiatique, il est bien plutôt l'homme qui assume volontairement la position d'une lutte existentielle, idéologique et métaphysique, contre l'américanisme, la globalisation et l'impérialisme des valeurs occidentales. Valeurs occidentales qui sont la société ouverte, les droits de l'homme, la société de marché, etc. Vous pouvez donc très bien être eurasiste en vivant en Amérique latine, au Canada, en Australie ou en Afrique. Deuxième citation. Nous avons formé des réseaux eurasistes sur le plan mondial. Nous continuerons. Nous œuvrons et nous continuerons à œuvrer contre l'hégémonie américaine, travaillant à son détriment. Nous avons soutenu et nous continuerons à soutenir toutes les forces alternatives en Europe et en Asie qui sont attachées à la tradition, à la justice sociale et à un monde libre et multipolaire. En dépit de l'Occident, il n'y a pas une civilisation, mais des civilisations. Il n'y a pas une idéologie, mais de nombreuses idéologies. Il n'y a pas une humanité unifiée, mais une riche variété de cultures qui n'acceptent pas la mondialisation et qui lutteront contre celle-ci jusqu'à la fin victorieuse. Donc en fait, pour Alexandre Dugin, dans ces versions-là, tous ceux qui sont opposés d'une manière traditionnelle au nouvel ordre mondial peuvent se considérer comme des eurasistes. Enfin, et est eurasiste celui qui est partisan du monde multipolaire, si vous voulez, dans une vision extensive. Alors, un dernier point doit être évoqué quand on parle de Dugin, c'est la notion de quatrième théorie politique. Donc, quatrième politique, vous avez le
le livre La quatrième politique, là, que nous avons traduit il y a 2-3 ans, j'avoue que je ne sais plus. Hein. Et ce livre, la quatrième théorie, enfin cette théorie plutôt, la quatrième théorie, elle a été développée dans un livre éponyme, hein, dont la version française a été préfacée par Alain Soral. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, dans le monde, domine l'impression que la politique a pris fin, du moins celle que nous connaissions. Le libéralisme a mené une lutte opiniâtre contre ses ennemis politiques, proposant des recettes alternatives. Le conservatisme, le monarchisme, le traditionnalisme, le fascisme, le socialisme, le communisme, avant de tous les vaincre finalement au sortir du XXe siècle. Il aurait été logique de supposer que la politique deviendrait libérale et que tous les adversaires du libéralisme situés à la périphérie commenceraient à repenser leur stratégie et à constituer un nouveau front, la périphérie contre le centre. Ça avait été annoncé par Alain Benoît pendant un temps. Mais au début du XXe siècle, tout s'est déroulé du XXIe siècle, tout s'est déroulé selon un autre scénario. Le libéralisme, mettant toujours l'accent sur la minimalisation du politique, a décidé, après sa victoire, de supprimer de façon générale la politique. Vraisemblablement pour ne pas permettre la formation d'une alternative politique et rendre son règne éternel ou simplement en raison de l'épuisement de l'agenda politique dû à l'absence d'un ennemi, lesquels, selon Carl Schmitt, sont nécessaires à la constitution de la position politique. Dans tous les cas, le libéralisme a conduit à un repli du politique. Ce faisant, le libéralisme s'est lui-même transformé, passant du niveau des idées, des programmes politiques et des déclarations au niveau des choses, et est entré dans la chair de la réalité sociale, devenu libéral, non pas d'un point de vue politique, mais d'une façon quotidienne, naturelle. À la suite d'un tel tournant de l'histoire, toutes les idéologies politiques qui avaient lutté férocement entre elles au cours des siècles passés ont perdu leur actualité. Le conservatisme, le fascisme et le communisme, ainsi que leurs variétés marginales, ont échoué, tandis que le libéralisme triomphant s'est mué en la vie quotidienne, en consumérisme, en individualisme, en le style postmoderne de l'être subpolitique et fragmenté. La politique est devenue biopolitique et s'est déplacée du niveau individuel au niveau subindividuel. Il semble donc qu'aient quitté la scène non seulement les idéologies des faits, mais aussi la politique en tant que telle, y compris la politique libérale. Précisément pour cette raison, apparaît la formation d'une alternative. Les opposants au libéralisme se sont retrouvés dans une situation complexe. L'ennemi vaincu s'est évaporé, il a disparu, on lutte contre le vide. Comment faire de la politique quand il n'y a pas de politique ? Il n'existe pour Alexandre Dugin qu'une seule solution, refuser les théories politiques classiques, tant vaincues que triomphantes, faire preuve d'imagination, saisir les réalités du nouveau monde global, déchiffrer correctement les défis du monde postmoderne et créer quelque chose de nouveau au-delà des affrontements politiques des 19e et 20e siècles. Une telle approche constitue une invitation à l'élaboration d'une quatrième théorie politique, au-delà du communisme, du fascisme et du libéralisme. Pour Dugin, la quatrième théorie politique n'est pas à considérer comme un travail d'un auteur, mais comme la direction d'un large spectre d'idées, d'études, d'analyses, de prévisions et de projets. Tout individu pensant dans cette optique peut y apporter quelque chose de soi. D'une manière ou d'une autre, un nombre croissant de nouveaux intellectuels, de philosophes, d'historiens, de scientifiques ou de penseurs répondent à cet appel. C'est le cas d'Alain Soral. Je vais finir maintenant cet exposé. Et en guise de conclusion, je vais vous citer un extrait d'un article ancien. Alors, il est effectivement paru en 1991, donc c'est un des premiers articles de Dugin après la chute de l'URSS, et c'est paru dans la version russe, dans un des premiers numéros russes d'Éléments. Hein. Il a l'avantage d'être resté actuel et de résumer en peu de mots les positions d'Alexandre Dugin. Alors, l'idéologie radicalement opposée au mondialisme peut être décrite à 4 niveaux. Premier niveau, économique. Priorité à la justice sociale, à la protection sociale et aux facteurs communautaires, national, dans le système de production et de distribution. Deuxième niveau, géopolitique. Une claire orientation vers l'Est, une solidarité avec les zones géopolitiques les plus à l'Est, concernant les conflits territoriaux, etc. Ethnique. Fidélité aux traditions et aux traits nationaux, ethniques et raciaux des peuples et des États, avec une préférence spéciale pour le grand nationalisme du type impérial, par opposition au micronationalisme ayant des tendances séparatistes. Religieux, enfin quatrième point, religieux, dévotion aux formes religieuses originelles et traditionnelles, et surtout au christianisme orthodoxe et à l'islam chiite, qui identifie clairement la nouvelle religiosité, le nouvel ordre mondial et le missionnisme, avec le plus sinistre personnage du drame eschatologique, l'Antéchrist. Le front de lutte idéologique anti-mondialiste doit ainsi combiner des éléments des idéologies de gauche et de droite, mais nous devons être de droite en termes politiques. En d'autres termes,
nationalistes, traditionalistes, etc., et de gauche dans le domaine économique, en d'autres termes, des défenseurs de la justice sociale, du socialisme, etc. En fait, c'est exactement ce que nous dit Soral. En fait, cette combinaison même n'est pas seulement un programme politique conventionnel et arbitraire, mais une condition nécessaire à ce stade du combat. La priorité géopolitique donnée à l'Est nous impose de totalement renoncer aux divers préjugés anti-asiatiques exprimés à une époque. Le préjugé anti-asiatique non seulement fait le jeu du nouvel ordre mondial, et finalement la fidélité à l'Église, aux enseignements des saints-pères, au christianisme orthodoxe. Alors là, on est dans des choses qui, pour nous, ne nous concernent pas. Hein, c'est vraiment des trucs de Russes, ça. Hein. La fidélité, donc je reprends, la fidélité à l'Église, aux enseignements des saints-pères, au christianisme orthodoxe, est un élément nécessaire et très important du combat antimondialiste, car l'essence et le sens de ce combat est de choisir le vrai Dieu, le bon côté, le camp béni. Et nul ne pourra nous sauver du mauvais charme, du péché, de la tentation, de la mort, durant ce terrible voyage, excepté le Fils de Dieu. Nous devons devenir ses hôtes, son armée, ses serviteurs et ses missionnaires. Le gouvernement mondial est la dernière rébellion des puissances d'en bas contre le divin. La durée de leur triomphe sera courte. Éternelle sera la joie de ceux qui rejoindront les rangs des derniers combattants pour le triomphe de la liberté. Donc vous avez une première partie dans laquelle on peut se retrouver. Hein. La dernière, c'est l'aspect traditionnaliste de Dugin, mais c'est l'aspect traditionnaliste russe qui, pour nous, est quand même, en tant que Français ou Européens de l'Ouest, est quand même assez hermétique, hein, même s'il n'est pas nécessaire de la connaître. Voilà, écoutez, j'ai fini, hein, et je vous remercie. Si j'attends maintenant vos questions, vos éclaircissements.